Je voudrais créer comme je respire. Constantin Brancusi est sans conteste un des plus grands rénovateurs de la sculpture moderne. D'une extrême sobriété, d'une clarté absolue et d'une grande rigueur architecturale, son œuvre est en rupture avec la tradition du modelé d'après nature. Très secret, méfiant, n'accordant aucun entretien, Brancusi nous laisse quelques rares documents d'archives et une œuvre gigantesque de plus de 400 pièces. Né en 1876 en Roumanie, après quelques fugues et l'école des beaux-arts de Bucarest, il arrive à Paris en 1904. Il commence par étudier auprès de Rodin. Pourtant très vite, il refuse de travailler avec le maître. Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Dès lors, Constantin Brancusi prend une direction tout à fait différente. Ses premières œuvres révèlent déjà une sensibilité nouvelle. Si le bras coupé de Nicolae Darascu, un ami peintre, fait inévitablement penser à Rodin, l'émotion du visage, la force et la vulnérabilité d'un torse presque adolescent, le traitement sommaire de la chevelure s'en écartent. Le modelage naturaliste de la tête et du torse contraste avec celui du dos, nerveux, presque abstrait. Brancusi commence ainsi à justifier son besoin de dépasser l'aspect naturaliste de l'objet. La réalité n'est pas la forme extérieure des choses, mais leur essence profonde. Partant de cette vérité, il est impossible à qui que ce soit d'exprimer quelque chose de réel en restant à la surface des choses. Figure féminine allégorique de la désolation destinée à la sépulture d'un notable roumain, cette sculpture marque la transition entre les travaux encore soumis à la tradition et une création artistique individuelle. Elle cherche à épurer la forme, à la charger d'une force symbolique. En taillant directement dans un bloc de calcaire, Brancusi s'éloigne définitivement de Rodin. Avec Le Baiser, il réalise une œuvre révolutionnaire, première version d'un thème qu'il ne cessera de réinventer durant 50 ans. La taille directe dans la pierre ou le bois donne un sentiment d'immédiateté. Ici, les amants sont le rocher. Ils n'ont d'autre existence spatiale ou temporelle que la leur. C'est en taillant la pierre que l'on découvre l'esprit de la matière, sa propre mesure. La main pense et suit la pensée de la matière. L'allure archaïque, mystérieuse de cette sculpture a donné lieu à des interprétations très diverses. Pour les uns, elle est d'inspiration purement roumaine.
Elle se rattache à la notion ancienne de sagesse paysanne ou bien rappelle certaines idoles néolithiques trouvées en Roumanie. Pour d'autres, elle manifeste une influence égyptienne dans sa silhouette compacte et sacrée. Toutes les sculptures de Brancusi empruntent leur thème à la vie. Pour lui, seule la sculpture peut exprimer les énergies fondamentales qui traversent la matière parce qu'elle exige un travail incessant sur les formes. Non seulement il élimine progressivement les détails figuratifs, mais surtout il mène une réflexion en profondeur sur la forme essentielle. Il va jusqu'à reprendre à la nature cette forme de l'œuf déjà perceptible dans la muse endormie. Cette muse est devenue l'une des images emblématiques de l'œuvre de Brancusi. Distanciation vis-à-vis de son modèle, vitalité intérieure, autonomie de la forme, respect de la matière et révélation de sa luminosité particulière. Le raffinement extrême suggère l'influence de l'art asiatique. Les nombreuses reprises de ce thème plastique montrent l'importance et la valeur d'intemporalité que Brancusi lui conférait. Je n'ai cherché pendant toute ma vie que l'essence du vol. Le vol, quel bonheur! Brancusi s'est acharné à créer une forme lisse, méditée, qui s'élève et suggère le vol. Brancusi ne cherche pas tant à représenter l'image d'un oiseau qu'à matérialiser l'acte du vol, à concrétiser une impression dynamique en lui donnant une forme essentielle. Maiastra est la première sculpture sur le thème de l'oiseau. Ce nom rappelle une légende roumaine. Elle parle d'un oiseau miraculeux dont les principales caractéristiques étaient la beauté de son chant et l'éclat de son plumage. L'oiseau a la poitrine gonflée, un cou qui s'incurve vers le haut et se termine par un bec largement ouvert. Une colonne verticale indique les pattes devant le large plumage de la queue. On imagine Brancusi tout absorbé par l'idée d'une forme pure, affranchie de toute pesanteur terrestre. En suivant ce principe, il parvient à nous donner des portraits sans équivalent, comme celui de Mademoiselle Pogani I. Le modèle est une jeune fille hongroise venue à Paris pour étudier la peinture. En réalisant ce portrait, le sculpteur attira le plus grand nombre de commentaires. L'œuvre fut comparée à un œuf dur sur un morceau de sucre, mais d'autres plus éclairés y ont vu la finesse et la perfection d'un jade chinois. Sa petite tête ronde, aux traits menus, est dominée par une coiffure lisse et austère et de grands yeux creusés sous d'épais sourcils.
Inspiré par l'architecture de son pays natal, Brancusi porte en lui le souvenir du bois comme une légende immémoriale. À partir de 1914, il recourt à la taille directe dans le bois pour éviter toute facilité. La taille directe, c'est le vrai chemin vers la sculpture, mais aussi le plus mauvais pour ceux qui ne savent pas marcher. Taille directe ou indirecte, cela ne veut rien dire. C'est la chose faite qui compte. Avec la tête d'enfant, Brancusi réalise sa première œuvre en bois. Elle révèle une influence africaine, mais aussi le souvenir d'un enfant faisant ses premiers pas. L'enfant prodigue semble taillé dans un matériau de réemploi. L'image d'une figure agenouillée se dégage des facettes géométriques et des volumes ouverts de la pièce de bois. Elle confirme l'intérêt de l'artiste pour la sculpture africaine. Brancusi réalise une série de travaux gigantesques exposés en décor naturel. Il l'intitule « Colonne sans fin ». L'arrière-plan mythique de la colonne sans fin a pour Brancusi une importance décisive. Elle doit être une incarnation plastique de l'axe du monde ou arbre de vie, comme colonne ou échelle du ciel. Il compare ainsi son œuvre à une colonne agrandie qui portera la voûte du firmament. Adam et Ève est unique chez Brancusi. C'est la combinaison de deux figures presque équivalentes, une sculpture double. Ève est au-dessus, Adam est au-dessous. La mission d'Ève, c'est la reproduction. Elle est attirante et innocente. Elle est la fertilité, la fleur qui s'ouvre, la plante qui bourgeonne. Adam, au-dessous, travaille la terre. Il peine, il transpire. Avec son corps en trois parties, la chimère de Brancusi fait penser à celle de la légende grecque. Le lion devant, la chèvre au milieu, le serpent à l'arrière. C'est un être mixte avec une partie inférieure rigide et une partie supérieure qui rappelle un visage. Brancusi fut mêlé à l'un des plus célèbres scandales de la sculpture moderne. Princesse X fut retirée d'une exposition en 1920 à Paris pour cause d'obscénité. Il insista sur le fait qu'il avait représenté un idéal féminin dont l'origine se trouvait dans un marbre de 1909. L'accent sur les propriétés réfléchissantes du bronze poli permettent à la sculpture de mêler les idées de femme et de miroir. C'est la femme, la synthèse même de la femme. C'est l'éternel féminin de Goethe, réduit à son essence, pour dégager son entité. 5 ans j'ai simplifié, raboté mon œuvre. Et je crois vraiment, enfin, avoir dépassé la matière. La texture même du matériau doit commander le thème
et la forme, qui doivent, tous deux, sortir de la matière et non lui être imposés de l'intérieur. Après la Maillastra, dont il abandonne la stricte anatomie, cet oiseau jaune est la première déclinaison dans la série des oiseaux. Une forme unifiée incorpore les pattes, la queue, la poitrine gonflée, le cou et le bec ouvert. Mais seul le bec garde le trait naturaliste. Le marbre richement veiné rend l'image plus dramatique et les formes plus stylisées s'éloignent du modèle initial. Les deux bras pliés sous le menton sont comprimés en un seul bras. Dans le dos, le chignon, la nuque, les épaules sont rendus par une cascade abstraite de spirales. Les yeux sont absorbés par l'ovale du visage, les paupières, elles, saillent en fines arêtes. Quant à la chevelure, elle n'est pas travaillée en matière et la bouche a disparu. Deux sculptures exécutées dans la fourche d'une branche d'érable et de noyer révèlent la tendance plus abstraite et géométrisante caractéristique de l'œuvre de 1917. Le bronze poli, la silhouette trahissent le désir de se mesurer aux symboles industriels de la société moderne. Elles déjouent le vœu de Brancusi de faire une œuvre intemporelle. Par sa simplicité formelle, ce torse manifeste un style à résonance asiatique. Sa sensualité discrète et son asymétrie sont à peine perceptibles. Le choix d'un marbre blanc, cristallin, dont les veines de couleur rouge suggèrent la circulation sanguine, l'inclinaison en léger porte-à-faux renforce l'impression de vitalité du torse sous un épiderme tendu et translucide. Pour Brancusi, comme personne avant lui, le socle isole et fait la sculpture. Il forme un tout indissociable. Puisant ses forces dans la terre, le volume sculpté part du sol pour se hisser le plus haut possible dans le ciel. Avec le coq, les éléments de bois et de pierre du socle produisent l'effet d'une répétition sans fin. Image emblématique de son œuvre, Brancusi se serait identifié au coq jusqu'à dire un jour « Ce coq, c'est moi. » Brancusi parvient au troisième et dernier stade de l'évolution du thème de l'oiseau. La forme est allongée, amincie de façon spectaculaire. La tête et le bec sont réduits à un plan ovale oblique. Brancusi intitule cette série « Oiseau dans l'espace ». Cette œuvre en est la première manifestation. Le mythe est relaté par Ovide. Un dieu se métamorphose en cygne pour séduire une femme d'une très grande beauté. Brancusi a choisi de transformer la métamorphose. C'est Léda, et non Zeus, qui devient le cygne.
La présence lumineuse obtenue par le bronze poli est démultipliée par le disque en acier, qui unit la sculpture à son propre reflet. Elle traduit la fertilité mythique de Léda dans la mesure où sa forme se recrée sous elle. L'art fait naître les idées. Il ne les représente pas. Brancusi recherche plus que jamais, avec une rigueur absolue, une parfaite adéquation entre le matériau employé et l'idée évoquée qui s'éveille de la matière. Presque 20 ans après le portrait de Margit Pogani et plus de 10 ans après sa reprise, Brancusi est revenu sur ce thème afin d'en parfaire l'image. L'innovation la plus flagrante concerne le traitement du dos. Une spirale qui descend en cascade sur toute la hauteur donne à la pièce un dynamisme organique et fluide inédit. Avec cette dernière version de l'oiseau, on pourrait parler d'accomplissement. Le point de rencontre entre le corps et le piétement est d'une étroitesse incroyable. La hauteur et la légèreté extrême de cette sculpture lui donnent une allure de majesté sans précédent. Brancusi s'est toujours orienté vers la pureté de la forme achevée en soi, dans son intégrité, dans son essence, dépouillée de tout attribut directement issu du sensible. Brancusi ne fait pas de l'art abstrait, sa sculpture fait appel à l'idée. Cette voie, l'artiste l'a suivie avec ténacité, foi et passion tout au long de sa vie, durant ces 40 années passées dans son atelier de Montparnasse. Jamais il ne fut ce paysan intuitif, naïf, mal dégrossi, dont certains ont de son vivant propagé la légende. Il lègue son œuvre à l'État français avant de mourir à Paris en 1957. Tout cet ensemble sculptural restera sans équivalent dans l'histoire de l'art. Je ne souhaite pas être à la mode. Ce qui est à la mode passe comme la mode. Et si tu es contesté aujourd'hui, ce n'est pas grave. Lorsque tu seras compris, ce sera pour l'éternité.